Dans la première partie, nous avons vu ce que deviennent les principaux nutriments après un repas. Nous avons découvert que les glucides sont transformés en glucose, que les protéines fournissent des acides aminés et que les lipides sont transformés en acides gras. Mais maintenant, il faut comprendre un acteur absolument central dans toute cette histoire: l'insuline. Parce que lorsqu'on parle de prise de poids, de stockage des graisses ou de perte de poids, il est impossible de comprendre ce qui se passe sans comprendre le rôle de cette hormone. Après un repas, la glycémie augmente. Le glucose provient des aliments, arrive progressivement dans le sang. Et le pancréas réagit immédiatement en libérant de l'insuline. L'insuline agit un peu comme un immense chef d'orchestre métabolique. Elle dit en quelque sorte au corps: nous venons de recevoir de l'énergie, utilisons-en une partie maintenant et rangeons le reste pour plus tard. On entend souvent dire que l'insuline est une clé. Et c'est vrai, elle agit comme une clé biologique qui permet au glucose d'entrer dans de nombreuses cellules afin d'être utilisé comme carburant. Les muscles utilisent ce glucose, le foie l'utilise, de nombreux organes l'utilisent, et lorsque les besoins immédiats sont couverts, une partie est transformée en glycogène pour être stockée dans le foie et le muscle, comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Mais l'insuline possède une deuxième fonction dont on parle beaucoup moins. Et c'est précisément ce que montre ce chemin. Regardez la partie gauche. Lorsque l'insuline est présente, elle active une enzyme appelée lipoprotéine lipase ou le LPL. Cette enzyme facilite l'entrée des acides gras dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses. Autrement dit, l'insuline favorise le stockage des graisses. Mais ce n'est pas tout. Regardez maintenant la partie droite du schéma. L'insuline bloque une autre enzyme appelée lipase, l'hormone sensible ou le HSL. Et cette enzyme est justement celle qui permet normalement de libérer les graisses stockées pour qu'elles soient utilisées comme carburant. Donc, l'insuline favorise l'entrée des graisses dans les adipocytes et en même temps, elle freine leur sortie. C'est une véritable clé à double usage. Elle remplit le garde-manger et verrouille la porte. Pourquoi le corps fait-il cela? Parce que du point de vue de la survie, c'est extrêmement logique. Imaginez que vous reveniez de l'épicerie avec plusieurs sacs remplis de nourriture. Parmi ces aliments, certains se conservent très mal. Les bananes déjà mûres, par exemple, les fraises, les légumes frais, le lait ouvert, et d'autres peuvent attendre beaucoup plus longtemps. La viande qu'on peut congeler, les conserves, les aliments stockés dans le garde-manger. Naturellement, vous allez commencer par consommer ce qui risque de se perdre rapidement. Vous allez manger les bananes mûres aujourd'hui, les fraises demain, et vous laisserez les aliments congelés ou les conserver plus tard. Le cerveau raisonne un peu de la même manière. Les glucoses qui circulent dans le sang et le glycogène stocké dans le foie et les muscles représentent des réserves rapidement accessibles mais relativement limitées. C'est un peu l'équivalent des aliments frais qu'il vaut mieux utiliser en premier. Les réserves graisseuses, au contraire, ressemblent davantage à un immense congélateur rempli de provisions capables de durer très longtemps. Pourquoi on irait chercher dans ce congélateur alors que l'énergie fraîchement disponible circule dans le sang?
Ils préfèrent d'abord utiliser ce qui est immédiatement accessible et conserver les réserves à long terme pour une éventuelle période de diète. C'est exactement ce qui se passe après un repas. Lorsque le glucose est abondant et que l'insuline augmente, l'organisme privilégie l'utilisation de cette énergie fraîchement disponible. Et pendant ce temps, les réserves graisseuses restent tranquillement stockées pour plus tard. C'est exactement ce qui se passe après un repas. Tant que l'insuline reste élevée, l'organisme a davantage tendance à fonctionner en mode stockage qu'en mode déstockage. Puis, quelques heures plus tard, lorsque le glucose diminue progressivement et que l'insuline redescend, les choses commencent à changer. Le corps redevient progressivement capable de mobiliser davantage ses réserves et c'est là que l'on retrouve un phénomène que nous avons déjà évoqué dans la première partie. Lorsque les réserves rapides de glucose commencent à diminuer, le cerveau reçoit des signaux indiquant que l'énergie facilement disponible devient moins abondante. Et souvenez-vous du fameux exemple du gâteau au chocolat de 4 heures de l'après-midi. Encore une fois, ce n'est pas un hasard, parce que du point de vue de la survie, le cerveau cherche avant tout la façon la plus rapide de restaurer son carburant préféré, le glucose. Et c'est précisément pour cette raison que les aliments sucrés deviennent souvent particulièrement attirants lorsque l'énergie commence à baisser. Petite application pratique. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faut vivre sans plaisir. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Mais lorsqu'on cherche progressivement à favoriser l'utilisation des réserves énergétiques, il peut être intéressant d'éviter d'enchaîner systématiquement un dessert très sucré juste après un repas déjà complet. Certaines personnes préfèrent justement réserver cette petite douceur plus tard dans l'après-midi, vers 4 heures de l'après-midi par exemple, lorsqu'elle représente un véritable moment de plaisir ou de réconfort plutôt qu'un simple réflexe et une habitude quotidienne. Et si ce goûter est suivi d'une petite marche de 15 à 30 minutes, c'est encore mieux. Les muscles utilisent alors une partie du glucose circulant et la sensibilité à l'insuline s'améliore progressivement. Et l'organisme apprend petit à petit à mieux gérer l'énergie disponible. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est simplement d'aider progressivement le cerveau et le métabolisme à retrouver davantage de flexibilité. Parce que c'est précisément ce qui nous amène à l'un des phénomènes métaboliques les plus fréquents aujourd'hui, la résistance à l'insuline. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. La résistance à l'insuline. À force d'être exposé pendant des années à des concentrations élevées d'insuline, souvent associées à un excès calorique chronique et à la sédentarité, à l'accumulation de la graisse viscérale et à la consommation fréquente d'aliments ultra transformés, certaines cellules deviennent progressivement moins sensibles au signal insulinique. C'est un peu comme quelqu'un qui entendrait une alarme toute la journée et finirait par ne plus vraiment y prêter attention. L'insuline est toujours présente, mais les cellules répondent moins efficacement à son message. Souvenez-vous de cette fameuse clé insulinique dont nous venions de parler. Normalement, cette clé permet au glucose d'entrer facilement dans les cellules afin d'être utilisé comme carburant énergétique, mais avec le temps, cette cellule devient moins efficace. Le glucose pénètre alors moins facilement dans les cellules, dans certains tissus, notamment les muscles. Pour compenser, le pancréas doit produire encore davantage d'insuline. Et c'est là que commence un véritable cercle vicieux. Parce que cette hyperinsulinémie chronique continue de favoriser le stockage énergétique
Rappelez-vous le schéma précédent. L'insuline possède deux fonctions majeures. Elle favorise l'entrée des graisses dans les adipocytes. Elle freine donc leur libération et leur utilisation comme carburant. Autrement dit, même si l'organisme possède déjà d'importantes réserves graisseuses, ben, l'insuline continue à privilégier l'utilisation du glucose circulant plutôt que celle des réserves accumulées. Imaginez-vous que vous possédiez déjà un immense congélateur rempli de nourriture. Chaque jour, de nouvelles courses arrivent. Et au lieu d'aller chercher dans vos réserves, vous consommez d'abord ce qui vient d'arriver. Et ce n'est pas tout. Vous continuez également à ranger une partie de ces nouvelles courses dans le congélateur. Résultat, le congélateur devient de plus en plus rempli. Les réserves augmentent continuellement. Pourtant, vous utilisez très peu ce qui est déjà stocké. C'est exactement ce qui peut se produire lorsque l'insuline demeure élevée pendant de longues périodes. Le corps privilégie l'utilisation du glucose circulant. Il continue à stocker une partie de l'énergie excédentaire sous forme de graisse et il freine simultanément la libération des réserves déjà accumulées. Les réserves sont donc bien présentes, elles peuvent même devenir énormes, mais elles restent relativement moins accessibles tant que le signal insulinique pousse l'organisme vers le stockage plutôt que vers le déstockage. Donc, une personne peut posséder énormément de réserves énergétiques dans son tissu adipeux et pourtant ressentir fréquemment la faim, les fringales, des baisses d'énergie et beaucoup de difficultés à perdre du poids. À première vue, cela semble complètement paradoxal parce que si l'organisme possède déjà des dizaines, voire parfois des centaines de milliers de calories stockées sous forme de graisse, pourquoi continue-t-il à réclamer de la nourriture? La réponse se trouve en partie dans la différence entre l'énergie stockée et l'énergie que le cerveau croit réellement disponible. Imaginez-vous que votre tissu adipeux soit un immense compte bancaire rempli d'argent. Sur le papier, vous êtes riche, mais imaginez maintenant que votre carte bancaire fonctionne mal et que vous n'arrivez pas à accéder facilement à cet argent. C'est un peu ce qui peut se produire lors de la résistance à l'insuline et surtout la résistance à la leptine. Les réserves sont bien présentes. Le problème n'est donc pas forcément un manque d'énergie. Le problème, c'est la manière dont le cerveau interprète les informations qu'il reçoit, notamment plus nous accumulons de graisse, plus le tissu adipeux produit de leptine, et plus la leptine augmente, plus le cerveau devrait comprendre que les réserves énergétiques sont abondantes et diminuent la faim. Mais chez certaines personnes, après des années d'excès énergétique, d'inflammation chronique et de perturbations métaboliques, l'hypothalamus devient progressivement moins sensible à ce signal. Petite parenthèse importante, l'inflammation chronique est aujourd'hui considérée comme l'un des mécanismes pouvant contribuer à la résistance à l'insuline et à la résistance à la leptine. Les tissus adipeux, particulièrement la graisse viscérale située autour des organes, peut produire des molécules inflammatoires appelées les cytokines. Ces cytokines circulent dans le sang et peuvent perturber progressivement le fonctionnement normal des cellules, y compris celui de certaines régions de l'hypothalamus. Nous avons d'ailleurs consacré une série complète de vidéos au stress et à l'inflammation. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à aller la consulter car elle permet de comprendre beaucoup plus
l'inflammation chronique. Donc la leptine est toujours présente, parfois même en très grande quantité. Mais le message est moins bien entendu. C'est un peu comme si le volume d'une radio diminuait progressivement. Le cerveau perçoit alors des informations contradictoires. D'un côté, le corps possède d'importantes réserves graisseuses. De l'autre, les signaux qui devraient confirmer cette abondance deviennent moins efficaces. Par prudence, le cerveau adopte alors une stratégie de survie. Il agit comme s'il existait un risque potentiel de manquer d'énergie. Il augmente la faim, il favorise les envies alimentaires très énergétiques, il réduit parfois les dépenses énergétiques et il encourage davantage le stockage. Autrement dit, le cerveau ne réagit pas uniquement à la quantité réelle des graisses présentes dans le corps, il réagit surtout à la quantité des informations hormonales qu'il reçoit sur l'état des réserves énergétiques. C'est l'un des paradoxes biologiques de l'obésité moderne. Le paradoxe est donc le suivant. Le cerveau possède sous ses yeux un immense compte d'épargne énergétique, mais les signaux hormonaux fonctionnent mal. Il peut malgré tout continuer à se comporter comme s'il devait économiser chaque dollar. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes peuvent avoir énormément de graisse corporelle tout en ressentant malgré tout une faim importante, des fringales répétées ou une fatigue persistante. Le cerveau ne réagit pas uniquement à la quantité totale de la graisse présente dans le corps, il réagit surtout aux signaux hormonaux et métaboliques qui lui indique si cette énergie est réellement disponible et sécuritaire à utiliser. Et c'est justement ce qui rend la compréhension de ces mécanismes si importante. Parce que avant de parler de volonté, il faut d'abord comprendre la biologie qui influence cette volonté. Et lorsqu'on comprend enfin ce qui se passe sous le capot, on cesse peu à peu de se juger. On commence plutôt à travailler avec son cerveau au lieu de se battre contre lui.